Aujourd'hui, je vous propose d'explorer quelque chose de très simple, mais qui peut changer profondément la manière dont nous comprenons nos réactions. Nous aimons croire que nous choisissons librement, que nos décisions naissent dans l'instant, que nous sommes l'origine claire de nos actes. Pourtant, quelque chose agit en nous, silencieusement, constamment. Avant même d'avoir une opinion, nous sommes déjà orientés. Comprendre cela ne diminue pas l'humain, mais cela le rend lucide. Personne ne commence à zéro. Nous naissons dans un corps, dans une histoire, dans un contexte. Avant même la première décision consciente, une direction est déjà là. Elle n'est pas choisie, elle est donnée. Et cette direction influence nos réactions, nos préférences et nos élans. Le corps lui-même porte une histoire. Il n'est pas neutre. Il est le fruit d'une longue évolution. Il est programmé pour survivre, pour détecter le danger, pour chercher la sécurité. Certaines réactions ne s'apprennent pas, elles surgissent. La peur de la chute, la crispation face à une menace, l'accélération du cœur devant l'inconnu. Avant même que le mental n'intervienne, le corps réagit. Il protège, il anticipe, il contracte. Cette mémoire biologique est ancienne, elle ne dépend pas de notre volonté. Elle agit en amont. Et bien souvent, nous prenons un choix, ce qui n'est qu'une réponse organique. À cette mémoire du corps s'ajoute une autre couche. L'enfant enregistre. Il ne comprend pas encore, mais il ressent. Les regards, les silences, les tensions, les encouragements, les absences. Chaque expérience laisse une trace. Une remarque répétée devient une sensibilité. Un rejet devient une peur diffuse. Un soutien devient une confiance naturelle. Ces empreintes ne sont pas toujours conscientes. Elles forment pourtant une base intérieure. Plus tard, l'adulte croit réagir à une situation présente. En réalité, il réagit parfois à une mémoire ancienne. Un ton de voix peut raviver une blessure. Un silence peut réveiller une insécurité. Un compliment peut combler un manque oublié. Ce n'est pas irrationnel, c'est mémoriel. Et tant que ces empreintes ne sont pas vues, elles orientent l'expérience. Nous naissons aussi dans un cadre. Une famille, une langue, une culture, des valeurs. Très tôt, nous apprenons ce qui est attendu, ce qui est valorisé et ce qui est déconseillé. Certaines règles sont explicites, d'autres
sont implicites. Réussir, ne pas déranger, être fort, être discret, ne pas décevoir. Même si elles ne sont jamais prononcées, elles se ressentent. Elles deviennent des repères invisibles. Nous croyons vouloir certaines choses, mais parfois, nous cherchons surtout à répondre à une attente. Un choix professionnel peut être guidé par un besoin de reconnaissance. Une relation peut être influencée par une peur de déplaire. Un projet peut naître d'un désir d'être validé. Le conditionnement n'est pas un ennemi. Il structure, il stabilise, il transmet. Mais lorsqu'il reste inconscient, il limite. Au-delà des conditions, il existe aussi des élans plus intimes, des attirances, des passions, des répulsions. On ne décide pas d'aimer la solitude, on ne décide pas d'être attiré par la création. On ne décide pas de ressentir une intensité particulière face à l'injustice. Ces impulsions sont là. Elles peuvent venir de l'histoire personnelle, d'un talent naturel, d'une blessure ancienne, d'un besoin de réparation. Un manque vécu peut devenir une ambition. Une fragilité peut devenir une quête. Une sensibilité peut devenir une vocation. Si ces impulsions ne sont pas reconnues, elles orientent la vie en arrière-plan. Nous croyons choisir. En réalité, nous suivons un mouvement intérieur déjà lancé. Le passé ne reste pas derrière nous, il vit en nous. Il influence la manière dont nous percevons une situation. Il colore nos interprétations. Il façonne nos réactions. Deux personnes vivent le même événement. Elles ne réagissent pas de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'elles ne portent pas la même histoire. Le passé agit comme une direction intérieure. Il incline, il prépare, il oriente. Avant même qu'une situation apparaisse, nous sommes déjà disposés d'une certaine façon. Si cette direction n'est pas reconnue, elle dirige. Elle donne l'impression que la réaction est naturelle, évidente, inévitable. Comprendre cela change quelque chose. Parce que si une direction agit en nous, alors elle peut être vue. Et ce qui peut être vu n'est peut-être pas toute notre identité. Mais nous ne faisons pas que subir la réalité. Nous y participons. À partir de ce que nous portons en nous, nous envoyons quelque chose vers l'extérieur. Une attente, un désir, une crainte, une intention. Chaque relation, chaque décision, chaque projet est teinté par notre monde intérieur. Nous croyons rencontrer le monde tel qu'il est. En réalité, nous le rencontrons à travers un filtre. Ce filtre ne se voit pas toujours, mais il agit. Le désir met en mouvement. Il ouvre une direction,
Il crée une tension vers un futur possible. Quand nous désirons quelque chose, nous projetons déjà une image, une réussite, une reconnaissance, une relation, une transformation. Cette image influence notre manière d'agir. Elle peut rendre audacieux, déterminé, créatif. Le désir donne de l'élan, mais il colore aussi notre regard. Nous voyons plus facilement ce qui confirme notre attente. Nous interprétons les signes en fonction de ce que nous voulons voir. Le désir projette un monde possible et nous avançons vers lui. La peur agit de la même manière. Elle projette un scénario, un danger, une perte, un échec. Avant même que l'événement ne se produise, la peur a déjà construit une image. Cette image influence nos gestes. Elle peut rendre prudent, mais elle peut aussi rendre défensif. Nous évitons certaines situations. Nous interprétons certains regards contre des menaces. Nous anticipons un rejet. La peur projette un monde hostile. Et sans nous en rendre compte, nous adaptons notre comportement à cette projection. Le monde que nous rencontrons est parfois la réponse à ce que nous avons imaginé. Nous aimons penser que nos décisions sont rationnelles, que nous pesons le pour ou le contre, que nous analysons objectivement. Mais souvent, le mouvement intérieur précède l'explication. Une impulsion surgit, puis le mental construit un discours cohérent. Nous disons « c'est logique », « c'est raisonnable », « c'est le meilleur choix ». Pourtant, la direction était déjà inclinée. Un besoin de sécurité peut freiner un changement. Un désir de reconnaissance peut orienter une carrière. Une peur d'abandon peut influencer une relation. Le choix n'est pas faux, mais il n'est pas toujours aussi libre qu'il en a l'air. La projection précède la réflexion. Une impulsion est naturelle, elle traverse l'expérience. Mais lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle peut devenir une définition. Je suis ambitieux, je suis anxieux, je suis fragile ou passionné. Peu à peu, une tendance devient un jeu. Une réaction répétée devient un trait de caractère. Un mécanisme de défense devient une personnalité. Nous ne sommes plus simplement traversés par une impulsion. Nous nous identifions à elle. Et à partir de là, tout peut devenir plus dense. Une critique ne touche plus un acte. Elle touche l'identité. Un échec ne concerne pas une tentative. Il devient une remise en cause de l'être. L'impulsion, devenue identité, rigidifie l'expérience. La vie répond. Chaque projection rencontre quelque chose. Une validation, un refus, une indifférence. Et cette réponse révèle une zone intérieure. Si une remarque me blesse, elle met en lumière une sensibilité. Si un refus me bouleverse, il montre un attachement.
Si une injustice me met en colère, elle révèle une valeur profonde. L'expérience n'est pas seulement extérieure, elle agit comme un miroir. Elle montre ce qui était déjà là. Si je me contente de réagir, je renforce le mécanisme. Si j'observe ce qui se passe en moi, je découvre une racine. L'événement cesse d'être seulement une circonstance. Il devient un révélateur. C'est ici que quelque chose commence à se déplacer. Parce que si je peux voir ma réaction, alors je ne suis peut-être pas uniquement cette réaction. Nous participons activement à ce que nous vivons, par nos désirs, nos peurs, par nos interprétations. Le monde n'est pas uniquement extérieur, il est aussi le prolongement de ce que nous projetons. Nous vivons dans un monde concret, un monde de relations, de paroles, de gestes, de responsabilités. Ce monde n'est pas silencieux, il répond. À chaque initiative, chaque expression, à chaque engagement. Il est le grand cercle dans lequel nos projections prennent forme. Et dans ce cercle, quelque chose se révèle. Lorsque nous envoyons quelque chose vers le monde répond. Parfois, il valide. Il approuve. Il accueille. Parfois, il rejette. Il critique. Il ferme. Parfois, il reste indifférent. Ces réponses déclenchent immédiatement une réaction intérieure. La validation rassure. Elle renforce. Elle donne de l'élan. Le rejet blesse. Il contracte. Il questionne. L'indifférence déstabilise. Elle trouble. Elle laisse un vide. Très vite, nous tirons des conclusions. Je suis incapable. Je ne suis pas à la hauteur. On ne me voit pas. Je dois faire plus. Le monde devient un miroir, mais nous oublions qu'il ne reflète qu'une situation, pas notre valeur entière. Dans ce grand cercle, nous ne sommes jamais seuls. Nous voyons les autres, leur réussite, leur assurance, leur reconnaissance, leur rythme. La comparaison commence tôt, à l'école, dans la famille, au travail. Elle peut stimuler, elle peut aussi fragiliser. Lorsque nous nous comparons, nous cherchons une place. Suis-je en avance, en retard, à la hauteur? Peu à peu, l'ego se structure autour de cette place. Il veut exister, être reconnu. Il veut être en sécurité. Ce mouvement est humain, mais s'il devient central, chaque interaction devient un test. Chaque regard devient une mesure. Chaque réussite des autres devient une référence. L'identité se construit à travers ce miroir social. La mécanique est simple. Je projette une intention, le monde répond. J'interprète cette réponse, je réagis. Ce qui déclenche la tension n'est pas uniquement la réponse extérieure,
c'est le sens que je lui donne. Un silence peut être neutre. Je peux y lire des mépris. Une remarque peut être factuelle. Je peux y voir une attaque. Entre la réponse et la réaction, il existe un espace. Mais souvent, cet espace est très court. L'émotion surgit. Le mental raconte. La réaction suit. Plus cette boucle se répète, plus elle devient automatique. Et plus elle devient automatique, plus elle semble naturelle. Le monde n'est pas seulement un lieu d'épreuve, il révèle. Chaque interaction met en lumière quelque chose. Une relation difficile révèle une fragilité. Un succès révèle un attachement au résultat. Un échec révèle une peur de ne pas être reconnu. Si je considère le monde comme un adversaire, je me ferme. Si je le vois comme un terrain d'apprentissage, je commence à observer. Le grand cercle n'est pas contre moi. Il met en évidence mes projections. Il me montre ce qui se joue en moi, à condition que je regarde. Sinon, la boucle continue. Projection, réponse, interprétation, réaction. Et la mécanique se renforce. Nous projetons, le monde répond. Mais ce qui crée réellement la souffrance n'est pas toujours la réponse. C'est notre réaction à cette réponse. C'est ici que l'énergie se contracte. C'est ici que le mental prend le relais. C'est ici que l'histoire commence. Un compliment peut gonfler. Une critique peut brûler. Une réussite peut donner le sentiment d'exister. Un échec peut donner l'impression de s'effondrer. La réponse extérieure touche un point intérieur. Si je porte une peur de ne pas être reconnu, le rejet réveille cette peur. Si j'ai besoin d'être admiré, la validation m'enivre. Peur et orgueil sont deux mouvements proches. L'un contracte, l'autre amplifie. Dans les deux cas, l'identité se renforce. Je ne vis plus seulement une situation. Je deviens la situation. Après la réaction, le mental s'active. Il revisite le passé. Il imagine le futur. Cela m'est déjà arrivé. Et si cela se reproduisait? Et si je n'y arrivais pas? Le scénario se construit. Le corps suit. La respiration change. La tension monte. Pourtant, dans l'instant présent, rien de nouveau ne se produit. Tout se joue dans l'anticipation. Le passé colore la perception. Le futur devient menace. L'angoisse naît dans cet écart. Le mental cherche du sens, c'est sa fonction. Mais lorsqu'il s'emballe, il ajoute. Un regard devient un jugement. Un retard devient un abandon. Un silence devient une accusation. L'événement ponctuel devient une histoire globale. C'est toujours comme ça. Je ne m'en sortirai jamais. On me traite toujours ainsi. Le mental généralise. Il extrapole. Il dramatise. L'expérience brute était simple. Le récit le rend lourd.
Le drame ne vient pas seulement de l'événement, il vient de l'histoire qui l'entoure. À ce moment-là, une division apparaît. Une partie de moi peut avancer, une autre veut se protéger. Une partie veut oser, une autre craint le rejet. Je désire, mais je me juge. Je me projette, mais je me retiens. Le conflit naît de cette tension. Il fatigue, il agite, il disperse. Plus il est ignoré, plus il s'intensifie. Et souvent, nous pensons que le problème vient du monde, alors qu'il vient du tiraillement intérieur. À force de répéter cette boucle, elle devient automatique. La réaction surgit, avant même que nous en ayons conscience. Une parole déclenche une défense, un regard déclenche une tension, une situation déclenche une posture. Le corps agit, le mental justifie, l'identité se renforce. Nous avons l'impression de choisir, mais nous suivons un programme. Un programme appris, répété, renforcé. C'est ce que l'on pourrait appeler le programme invisible. Il n'est pas malveillant, il cherche à protéger. Mais il agit sans pause. Et tant que ce fonctionnement reste inconscient, il donne l'impression que la réaction est inévitable. Pourtant, si nous pouvons voir l'automatisme, alors il n'est plus totalement invisible. Et si quelque chose en nous peut observer ce mécanisme, alors peut-être ne sommes-nous pas uniquement ce mécanisme. Une question demeure. Sommes-nous condamnés à ce mécanisme ? Nous avons vu la structure, la mémoire, la projection, la réaction mentale, conflit. Tout semble s'enchaîner, presque mécaniquement. Alors une question apparaît. Sommes-nous condamnés à rejouer sans cesse le même mouvement ? Sommes-nous uniquement cette mécanique ? Il y a quelque chose d'essentiel dans ce que nous venons de faire. Nous avons observé une réaction. Ce n'est déjà plus être totalement confondu avec elle. Voir une peur apparaître, ce n'est déjà plus être entièrement cette peur. Nommer un automatisme, c'est créer une distance. Cette distance est discrète, mais elle change tout. Car ce qui est vu cesse peu à peu d'agir dans l'ombre. Voir la mécanique, c'est déjà s'en dégager légèrement. Dans la boucle que nous avons décrite, tout semblait rapide. Projection, réponse, interprétation, réaction. Pourtant, entre la réponse et la réaction, il existe un intervalle, parfois minuscule, presque imperceptible, mais réel. Un instant où quelque chose peut être perçu. La montée d'une émotion, la naissance d'une pensée, la contraction du corps. Si cet instant est reconnu, la réaction n'est plus entièrement automatique. Un choix devient possible. Cet espace ne vient pas de l'extérieur. Il est déjà là. Il apparaît lorsque l'attention se pose. Si nous pouvons observer une pensée, alors nous ne sommes pas uniquement cette pensée.
Si nous pouvons ressentir une émotion sans nous y dissoudre totalement, alors quelque chose en nous reste stable. Ce point ne crie pas, il ne s'impose pas. Il est discret, mais il est présent. Au cœur du mouvement, il existe peut-être un centre, un point à partir duquel la mémoire peut être vue, la projection reconnue, la réaction observée. Nous n'avons pas encore exploré ce centre. Mais le simple fait d'en pressentir l'existence change déjà la perspective. Car si un centre existe, alors la mécanique n'est pas une prison. Elle devient un terrain d'observation et l'histoire ne se répète plus de la même manière.